Bon, ça y est les amis, je crois qu'on a dépassé un level voilà, de libre pensée dans cette chaîne. Hein. Je crois que là, c'est assumé. Je parie que vous avez même pas reconnu. Bon, je vous laisse 30 secondes. Voilà. J'ai tenté Cracker. Hein. J'ai tenté Cracker, ou Crackers. Moi j'aime bien dire Crackers. Faut assumer que cette chaîne est devenue complètement gay, quoi. C'est une véritable catastrophe. Enfin non, c'est pas une catastrophe, mais enfin bon, je veux dire... regardez, dans One Piece, hein, les Okama, ils sont très badass. Mais là, je veux dire, c'est une cata. Est-ce que vous voyez vraiment Crackers, là? Même moi, franchement, j'ai peine à le voir. J'ai peine à le voir. Mais bon, il fallait quand même que je fasse un cosplay, ça faisait longtemps. Mention spéciale à la perruque qui me sert à chaque fois pour faire les perruques un petit peu chelous. J'en ai pas de blonde, donc voilà. Vous voulez encore des détails? Bah non, allez, j'en ai marre. Allez, j'en ai marre. Qu'est-ce que c'est que c'est quoi ce cosplay, putain? Bon, allez, review. Oui, j'ai pas assumé, voilà, j'ai pas assumé Crackers. Non, voilà. Il y a un moment, voilà, il faut savoir s'arrêter. Je vous ai dit, hein, le sac poubelle sur la tête, à la limite, pour faire Jaji, passe encore. Mais là, je veux dire, c'était quand même médiocre. Enfin, je me juge assez durement quand même. Je crois que je dois être le premier gars de la planète qui fait un cosplay de Crackers. Hey, allez le chercher! Cosplay Crackers sur Google. Peut-être que ça m'énerverait tellement qu'il y ait quelqu'un qui en ait fait un avant moi. Mais je vais quand même garder l'épée, parce que regardez, on dirait vraiment l'épée de Crackers. Hein. Franchement, elle ressemble assez. C'était un truc que j'avais acheté il y a longtemps. Je l'avais donc pas prévu ça. Je l'ai acheté juste pour le cosplay de cette vidéo. Non. Bon, enfin bref, les amis, on se retrouve bien pour le chapitre 838, donc la revue du chapitre 838 de One Piece. Alors bon, un chapitre assez court. Pour moi en termes de, voilà, assez maigre, j'allais dire, une review assez courte pour un chapitre, donc assez maigre, hein, je dirais. Non pas que il n'y a pas beaucoup d'informations qui sont délivrées dans le chapitre, non, tout simplement que l'histoire ne progresse pas des masses, hein. Bon, on reste un petit peu dans le même délire, surtout en ce qui concerne la confrontation Crackers-Luffy qui tend un petit peu à tourner en rond, mais il y a des choses à dire, pardon, il y a des choses à dire à propos de ça justement. Il y a des petites choses à ajouter, des petites choses justement que l'on peut déduire de ce qui est en train de se produire justement entre Luffy et Crackers. Alors on va parler un petit peu au-delà du chapitre, on va faire un peu du méta, vous voyez. Hein. Bon, allez, ça, je dis n'importe quoi. Donc c'est parti. Premier point, eh bien, nous allons parler de Crackers et de son fruit du démon. Alors, bon, tout simplement, vous savez, moi j'aime bien tout ce qui est magie, tout ce qui est technique, tout ce qui est pouvoir un petit peu bizarre. Et effectivement, dans One Piece, on est servi. Et en ce qui concerne les paramécias, c'est exactement ce que je préfère. Parce que c'est du loufoque, c'est de l'absurde, c'est du what the fuck, à non plus pouvoir... enfin voilà. Donc, là, on a l'exemple d'un pouvoir qui... vraiment qui rentre à la fois qui est what the fuck, mais qui rentre quand même dans une catégorie de paramécia dont je vais sortir une vidéo à propos des fameuses catégories de paramécia. Et ici c'est un paramécia productif. Alors pourquoi productif, vous allez me demander? Allez-y. Bah demandez-moi. Voilà. C'est de l'interaction, vous voyez. Et donc, en fait, pourquoi productif? Tout simplement parce qu'il crée une matière ou un objet. Ici, je me demande d'ailleurs si c'est l'un ou l'autre, hein, parce que finalement, on voit d'abord qu'il crée des biscuits, mais finalement, ensuite, il peut à peu près leur donner la forme qu'il souhaite. Donc, j'ai plus l'impression qu'il manipule la consistance, la matière biscuit, l'ingrédient biscuit. En vérité, après, il peut en faire ce qu'il veut. C'est comme un peu un compagnon pâtissier. C'est un peu un artisan du biscuit, si vous voulez. Donc, le gars, il est un peu comme Bartholoméo, vous voyez. Il peut manipuler en fait la matière. Une matière solide, certes, mais une matière qui lui permet de lui donner à peu près toutes les formes qu'il souhaite. Que dire d'autre à propos de ça? Eh bien tout simplement que c'était intéressant, encore une fois, on découvre encore des paramécias, et c'est un paramécia nommé, hein, le bis nommé. C'est intéressant parce qu'il y a plein de paramécias qu'on connaît et qui ne sont toujours pas nommés. Donc par ailleurs, il faut aussi mentionner le fait que lorsque l'on voit le passage avec Pedro et Brook, il y a des espèces d'hommes biscuits qui se baladent un petit peu similaires à justement aux productions de Crackers, et ils se baladent mais tout à fait, donc pas du tout au même endroit, et qui se baladent là où sont cachés Pedro et Brook. Et je me suis dit d'un côté, bon, il ressemble beaucoup à l'armure de Crackers, donc serait-ce des constructions, des productions du pouvoir émanant du pouvoir de paramécia productif de Crackers, ou, comme le disait donc Pedro, ou est-ce que ce sont des hommes biscuits qui sont animés par le pouvoir de Big Mom? Là j'ai pas très compris, est-ce qu'il y a... curieusement ils ont à peu près... ils ont fait un petit peu la même chose en même temps, c'est-à-dire que Crackers utilise son fruit du démon pour faire des hommes biscuits, et donc Big Mom utilise son âme pour... utilise l'âme des gens en gros pour les foutre dans des espèces d'hommes biscuits, enfin bon. Ou alors à moins
Je réfléchis en même temps que je dis, oui, peut-être qu'en fait il a créé. Oui, mais il a pas besoin de dames pour faire bouger les hommes biscuits. Ou alors peut-être que elle a besoin de mettre une nappe dans les hommes biscuits, comme ça elle peut voir à travers les âmes qu'elle contrôle. Enfin bon, vous voyez, c'est encore un petit peu. Voilà, en fait, ma question, peut-être, tenez, ce serait quelque chose pour vous dans les commentaires. Ma question c'est, est-ce que les hommes biscuits qui sont repérés donc par Brooke et Pedro sont contrôlés par le pouvoir de Crackers avec une âme capturée par Sorosonomi de Big Mom infiltrée dedans? Ou alors est-ce que c'est juste un soldat de Crackers mais qui n'a rien à voir avec le pouvoir de Crackers, vous voyez? Parce qu'il fait forcément partie de l'armée de Crackers puisque c'est un homme biscuit exactement de la même façon, il est habillé de la même façon que les Crackers, si vous voulez. Bon. Enfin, les généraux, enfin les espèces de gardes du corps de Crackers. Donc. En ce qui concerne Crackers, c'est sa véritable forme, je trouve qu'il est assez stylé, j'aime beaucoup son design, même si je dois vous avouer que je suis un petit peu déçu parce que j'aimais bien le design de Crackers un petit peu gros centurion là avec sa crête et sa grosse barbe et puis son espèce d'épée, son bouclier, enfin ça faisait vraiment c'était un design un petit peu parfait dans le cadre de ce que nous présente Oda avec Big Mom, c'est-à-dire quelque chose de pas forcément badass mais quelque chose qui en impose dans le ridicule. Vous voyez ce que je veux dire? Là, Crackers, il est plutôt solide au niveau de son design. Je veux dire, il a la classe. Et c'est pas vraiment ce à quoi je me serais attendu dans l'armée de Big Mom. Vous voyez, bon, après, c'est heureusement que Oda nous surprend, bien sûr. Hein. Mais il est badass, il est bien, ressemble un peu à Bellamy. Hein. Je pense que beaucoup de gens ont noté cette info. Et bon, je pense pas qu'il soit lié à Bellamy, c'est juste un petit détail. J'aime bien son épée à un seul tranchant, comme ça, un petit peu comme les sabres de Shiki Oto Ekogarashi, pour ceux qui connaissent bien les sabres dans One Piece. Et cette épée, donc, apparemment, donc son sabre Pretzel serait un grand sabre potentiellement. Donc moi j'aime bien les épées comme ça qui sont à double tranchant parce que c'est pas comme les katanas qui sont à un seul tranchant. Voilà, c'est une petite. Voilà, les katanas sont. D'ailleurs, j'ai cherché, hein, j'ai fait des recherches là-dessus. Les épées de Shiki ou ce genre d'épée, ça n'a jamais existé en vérité. Enfin, ou alors très rarement, mais ça n'avait pas cette forme-là. Donc c'est une pure fantaisie de Oda. Ça a l'air cool. Bon, ça c'était le petit passage fanboy épéiste, hein, voilà, bon ça c'est pour moi. Et fait pour ceux qui aiment bien. Ensuite, par rapport à Luffy qui galère, voilà, c'est un point assez important qu'il faut aborder parce que, non pas forcément en parlant de savoir qui va gagner, évidemment que Luffy va gagner puisqu'il s'agit ici d'une altercation de prologue, comme je le dis très souvent, et que Luffy va passer outre cet obstacle. Que Crackers meure ou pas, ou que soit vaincu ou pas, parce que bon, sans doute qu'il pourra, je sais pas. Je vois pas un combat perdu. Il y en a des combats perdus hein, dans One Piece, faut pas croire, il y en a des combats perdus, mais je crois pas. Là, arrivé à ce moment-là, soit il se fait capturer, peut-être, et donc il est mené devant Big Mom et s'ensuit une autre intrigue. Mais je ne pense pas. Je pense qu'il va quand même passer outre cet obstacle-là, ce premier obstacle, tout comme je pense que Brûlé se fera vaincre par Chopper ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas, mais enfin du moins. Je pense que voilà, Brûlé et machin seront vaincus, mais dans cette phase de prologue, ils reviendront peut-être après. En ce qui concerne donc Luffy, voilà, on nous montre que ça c'est le truc le plus important je pense à évoquer, c'est simplement que le fait que les rapports de force sont un petit peu remis en question, tourneboulés, tout est un petit peu retourné un petit peu là dans ce qu'on est en train de voir, puisque regardez ce qui s'est un petit peu dessiné depuis les 2 ans de l'ellipse en fait. Voyez, après l'ellipse on a eu l'arc des hommes poissons qui était très clairement c'était du faire valoir pour nous montrer l'équipage dans sa toute puissance. Après les 2 ans, voilà, il y avait vraiment pas de sentiment de danger. À un moment peut-être effectivement Odie Jones, mais enfin franchement non, il n'a jamais vraiment posé une vraie menace. Ensuite on a eu Punk Hazard, il y avait effectivement une menace, mais plus dans ce qu'était dans les expériences de César Clown qui étaient assez effrayantes, assez inquiétantes. Mais ensuite effectivement César Clown très balèze, hein, très puissant, mais au final vu que c'était un comic relief, hein, très souvent, il a été un peu tourné en dérision ce personnage et donc du coup on n'a pas ressenti la même menace qu'on a ressenti juste après dans l'arc Dressrosa avec le Flamingo qui très clairement était au-dessus de tout le monde, hein, je dis bien même au-dessus de Sabo, au-dessus de Luffy, même au-dessus de Fujitora selon moi, hein. Enfin parce que Fujitora semblait un peu s'accommoder à son fruit, il le découvrait un petit peu, il semblait voilà, il n'était pas à sa pleine maîtrise de son fruit du démon. Donc voilà, je pense que voilà, on avait ici un antagoniste qui était clairement qui menait la danse, si vous voulez. Par contre, les officiers étaient à la ramasse, on va pas se mentir. Même si j'aime bien Pika, j'aime bien Diamante, j'aime beaucoup Gladius, j'aime bien Dellinger, j'aime bien Laoji dans ce qu'ils ont présenté dans le manga, ils nous ont donné beaucoup de fun. Je dirais Gladius, mention spéciale à ce gars-là qui a été quand même assez impressionnant. Puis Pika, quand même, bon, il était ridicule, mais il a quand même posé beaucoup de problèmes. Je dirais que on arrive dans un arc, je compte pas Zou qui est un arc de transition, mais on arrive dans un arc, donc
l'arc Whole Cake Island, hein, où même les exécutifs, enfin les exécutifs, non ça c'était le terme qui était donné aux officiers de Doflamingo, mais du coup les commanders, les Sweet Commanders ou les ministres de Big Mom, même eux sont un problème. On arrive à finalement c'est un schéma classique de One Piece, hein, parce que rappelez-vous les premières fois où on a croisé les prélats dans Skypiea ou les membres du CP9 dans A-Water7, je veux dire c'était vraiment c'était difficile à gérer, hein. Mais là on revient un petit peu voilà dans cette thématique là où vraiment la faction qu'on affronte, c'est un véritable mur, c'est très difficile. En plus on a les Vinsmoke qui sont hypés également parallèlement à tout ça. Donc voilà, ici on est en train de nous dire, ok, à mesure que tu avances dans le nouveau monde, Luffy, tu vois que c'est très compliqué, c'est très complexe. Du reste, comme on le dit, enfin comme je le dis souvent, le Gear Force maintenant est relayé à quelque chose de plutôt voilà, secondaire, puisque je dis bien secondaire, hein, parce que regardez, il l'utilise contre un commandant, c'est important de dire ça, c'est-à-dire que c'est pas puissant, c'est pas qu'il n'est pas efficace le Gear Force, mais simplement c'est-à-dire qu'il ne serait pas aussi efficace contre Big Mom ou Kaido, vous voyez. Il va falloir soit améliorer le Gear Force, soit un nouveau Gear. Mais je pense que déjà on va peut-être améliorer le Gear Force, parce que ce serait vraiment trop dommage de n'avoir fait que ça avec le Gear Force, hein. Bon, après, c'est vrai que, je dois me rappeler, le Gear Second, il a été révélé contre Bluno, qui n'était pas un antagoniste de malade, si vous voulez, c'est un antagoniste de prologue, tout comme l'est notre ami Crackers ici présent. Donc je pense que, ouais, on peut effectivement imaginer que... on peut imaginer que le Gear Force n'a pas encore joué toutes ses cartes, vous voyez, mais je pense qu'on se dirige soit vers un éveil, soit vers un Gear 5. Le Gear 5, moi je vous donne ma théorie, c'est tout le monde, c'était la théorie de tout le monde quand on n'avait pas encore le Gear Force, on se posait tous la question, et on était là, on se disait, alors est-ce que ça pourrait pas être, alors certains avaient donné la bonne réponse, hein, c'était de gonfler ses muscles et un mélange avec du haki, qui était le Gear Force, mais certains autres disaient non, en fait utiliser la technique de durcissement du caoutchouc qui a un nom spécifique par extrême chaleur en fait, et du coup après tu pourrais porter des coups hyper denses, quoi, hyper solides, hyper carrés, comment dire, solides, quoi, voilà. J'ai déjà dit solide, non je vais trouver un autre adjectif quand même, bordel de la merde, je suis pas aussi limité à ce point quand même. Je veux dire, aussi dur, quoi, tout simplement. C'est une question de dureté, voilà. Donc il y aurait une espèce de... Voilà, il y a un nom, inflammation du caoutchouc, un truc comme ça. Vous voyez, bon, vous pouvez chercher, hein, c'est une propriété du caoutchouc, hein, tout simplement. Et donc, ensuite, alors, soit un éveil, je pense que ce serait, voilà, vu que c'est un paramécia corporel, celui de Luffy, je verrais bien qu'il pourrait rendre les choses élastiques. Voilà, donc il pourrait utiliser son environnement pour le rendre élastique, voilà, tout simplement. Je parlerai de tout ça dans ma vidéo sur les paramécias qui arrivera dans 7 mois peut-être. Le temps que j'accouche de la vidéo, bah 9 mois du coup. Du coup ensuite, troisième point, eh bien, attendez, oui c'est bon. Troisième, alors non avant, juste petit détail, Organ Gun machin là, Organ Kong Gun, c'est bizarre j'ai trouvé parce que ça ressemble pas du tout, on avait l'impression qu'il avait 6 bras là. Mais en fait c'est la vitesse, c'est lié à la vitesse comme la Gatling, mais enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Par rapport à Nami, la vivre carte, bah je n'aurais rien à dire là-dessus. Et écoutez les amis, je comprends rien à ce qui se passe. La vivre carte, elle était censée... Alors on m'a corrigé là-dessus, c'était bien la carte de Big Mom, mais donc c'est-à-dire qu'elle a mis un peu de son âme dedans, ok, très bien, mais pourquoi est-ce qu'on en fait tout un pataquès autour du personnage de Nami? C'est juste qu'elle possède la carte. Est-ce qu'il y aura un parallèle, est-ce qu'il y aura un lien entre Nami et Big Mom? J'aimerais pas du tout que ça soit ça, hein, parce que pour moi Nami est très bien comme elle est, c'est-à-dire une outsideuse, une personne qui vient de nulle part et qui prouve son talent par ce qu'elle fait, parce qu'elle accomplit. J'ai entendu dire des théories comme quoi genre elle était la fille de Big Mom, enfin bon, je n'aimerais vraiment pas que ce soit ça. Ensuite donc, par rapport à Chopper et notre ami bah Carotte, qui pour moi, il y a de fortes chances qu'elle entre dans l'équipage, soit elle, soit Pedro, regardez les deux sont capables de sauter très haut, ça pourrait remplir le rôle de la vigie. Que je ne sais plus qui déjà, avec qui Parody avait octroyé donc à NR, hein, dans sa théorie. Bon, le poste de la vigie, au départ c'était celui de Zoro, mais par défaut si on peut dire. Zoro c'est déjà l'épéiste et le second dans l'équipage. Donc bon, faut toujours penser ça, hein. Le rôle dans l'équipage c'est important pour savoir quel sera le prochain Nakama, si tant est qu'il y en aura un, on ne sait même pas. Donc par rapport à ça, bon, il y a clairement la thématique de l'autre côté du miroir, hein, qui était la suite de Alice au Pays des Merveilles. Là clairement on peut pas faire mieux comme référence, on peut même faire plus évident, ils sont littéralement de l'autre côté du miroir dans lequel Brûlé les a enfermés. Donc bon voilà. Alors après aussi on voit toute cette espèce de myriade de miroirs et je ne sais plus qui, Chopper dit oui, en fait ils sont connectés à tous les miroirs de Big Mom, de Whole Cake Island. Alors ok très bien, mais par contre j'aimerais être clair sur un truc, si Oda il est consistant et s'il est cohérent avec ses paramécias,
c'est des miroirs que Brûlé a créés elle-même. Donc c'est que des miroirs que Brûlé a créés. C'est-à-dire qu'elle pourrait peut-être les faire disparaître, je sais pas. Bon, ça... Alors est-ce qu'il y aura un combat à l'intérieur donc de cette zone, un petit peu comme, rappelez-vous, quand Bluno pouvait ouvrir le vide et rentrer dans une espèce de zone, peut-être qu'il y aura un combat dans la zone créée par le fruit du démon Brûlé, et elle pourrait rentrer elle-même dedans, un petit peu comme Capone fait quand il rentre dans son propre corps. Donc voilà, pas grand chose d'autre à dire là-dessus. Bon, elle appelle Choniki Chopper, enfin bon, voilà, sympa, c'est drôle, enfin bon, c'est un petit détail. On va passer au dernier point qui, je pense, c'est sans doute le plus important, sans doute celui qui donne le plus à penser, celui qui donne le plus à travailler, et surtout qui m'a posé le plus de questions, qui m'a fait me poser le plus de questions, c'est par rapport au Vinsmoke. Alors premièrement, on voit les deux Vinsmoke qui arrivent comme ça, alors là il y a une progression, effectivement, à la toute fin il y a une progression, puisqu'on avance peut-être vers la préparation et puis l'accélération, donc vers la Tea Party et le mariage avec Sanji, potentiellement. Bon, alors Sanji qui tremble face à ses deux frères, au début je me disais non, il est juste inquiet, il est anxieux, tout ça, des événements à venir, mais potentiellement peut-être qu'il tremble réellement face à ses deux grands frères qui sont ses aînés, peut-être qu'il a été un peu traumatisé et ce serait tout à fait compréhensible, même pour quelqu'un de la trempe de Sanji. Les trucs de famille, hein, ça vous reste ancré dans la peau. Hein. Regardez la façon dont il était aussi passionné dans son combat contre son père. Hein. Il y avait quand même quelque chose qu'on ne connaissait pas du tout du personnage Sanji, qui était réapparu comme ça, qui avait ressurgi. Donc là, ça m'étonne pas qu'il y ait cette espèce de sentiment un peu d'anxiété. Ses deux frères aînés, c'est pas comme si c'était voilà, une sœur ou son frère cadet, donc Yonji. Non, là, il s'agit vraiment des deux aînés. Alors, voilà, qu'est-ce qu'il a à dire? Alors, je vous rappelle, dans le chapitre 828, on nous avait déjà introduit les deux personnages, et comme je l'ai dit, par rapport au chapitre 832 ou 833, je ne sais plus, 832 ou 831, enfin bref, là où on avait le combat entre Jaji et Sanji, il y avait un petit flashback, on voyait toute la clique là, des Vinsmoke jeunes en train de jouer, ils tabassaient Sanji. Voilà, je redis la chose. Ah d'ailleurs j'avais noté en fait les chapitres, c'est bien donc le chapitre 828 et le chapitre 834. Non, 834. Non, c'est pas le 134 du tout. Enfin, peu importe. Hein. Non, bah c'est le combat entre Jaji et Sanji, tout simplement. Et donc on avait ici, alors soyons clairs, ici, quelle est la personnalité de Niji? C'est quelqu'un qui semble assez sérieux, qui en veut beaucoup à Sanji, qui semble assez autoritaire, voilà, qui est pas du tout relax. Au contraire, donc en revanche, on a Ichiji qui semble beaucoup plus, voilà, détendu, relax, à l'idée de rencontrer son frère. Voilà, il est beaucoup plus posé et mesuré. Par contre, dans le flashback, dans le chapitre dont le numéro m'échappe, eh bien, très clairement, c'était inversé. Et du reste, leur couleur également était inversée. C'était Niji qui avait le clair, alors que là, c'est Niji qui avait le t-shirt noir, alors que maintenant, il a la cape blanche. Enfin, en noir et blanc si vous voulez, là apparemment c'est rouge et bleu, mais enfin peu importe. Et c'était Niji qui avait l'inverse, c'est-à-dire le t-shirt blanc, et maintenant il a la cape noire. En plus de ça, bon, facile à reconnaître, hein, Niji c'est celui qui a la banane et Ichiji celui qui a la frange comme ça. En plus de ça donc, dans le chapitre 828, très clairement celui qui est autoritaire et qui a l'air vénère, c'est Ichiji, contrairement à toutes les apparitions actuelles qu'on a pu voir des deux frères. Et celui qui est détendu, relax et qui prend un peu les choses à la légère, c'est Niji. Donc je répète, il y a un truc assez curieux, soit Oda s'est trompé, s'est gouré, ce qui m'étonnerait fortement, soit il y a un problème avec leur personnalité, peut-être qu'ils sont interchangeables, peut-être qu'ils sont lunatiques ou je ne sais pas quoi. Et voilà, donc bon. Alors ensuite, maintenant, par rapport à leur pouvoir, par rapport à ce qu'on... potentiellement leur pouvoir, hein, leur surnom. Donc on a rouge étincelant ou rouge red sparkle, c'est-à-dire rouge en gros étincelle. Et de l'autre côté, on a bleu électrique. Alors, c'est parti pour une petite théorie qui m'avait été un petit peu déclenchée, qui avait été déclenchée un peu par un commentaire dans une vidéo, donc l'apparition de Reiju et de Yonji. Reiju est capable, son nom c'est Poison Pink, le poison rose, et elle est capable d'absorber le poison. Notre ami Yonji, lui, c'est le Green Witch, en gros, treuil vert, treuil, poulie, machin, truc, bon, ça sous-entend une espèce de technique, un petit peu, une technologie, un mécanisme, si vous voulez, un mécanisme. Et regardez, on l'a vu absorber le choc d'un mécanisme pour se réparer le visage, on a vu ça. Il était même, enfin, c'était littéralement entre deux marteaux, deux espèces de grosses poulies qui venaient lui frapper la tête pour qu'il se recompose. Et donc là, de l'autre côté, on a l'électricité et étincelle, ce que je pense est l'étincelle d'un feu, en vérité. Je pense
ce que ça voulait dire, le feu. En plus avec rouge, feu, bon voilà, rouge étincelle, feu, bon voilà. Donc, ma théorie, et c'était, je ne sais plus qui avait posté le commentaire, mais c'est pas entièrement ma théorie, mais enfin bon voilà, c'est voilà, au prix de réflexion par rapport après mûre voilà, lecture assidue des commentaires. En gros, je pense que les pouvoirs des Vinsmoke sont reliés, donc à leur surnom, qui fait référence à une technique d'exécution ou de torture. Le treuil, ça fait beaucoup penser à toutes les techniques de torture, et quand vous mettez dans des espèces d'engrenages et de poulies et de treuil machin pour vous écraser partout. Le poison, bah, c'est une technique d'exécution assez simple, hein, d'assassinat, mais également d'exécution dans des pays voilà, où on vous exécute les criminels via une injection tout simplement. Et là, on a l'électricité, évidemment, je fais pas un dessin, la chaise électrique, hein, super simple. Et on a de l'autre côté l'étincelle qui me fait penser au feu, qui m'a fait penser, c'est quelqu'un qui m'a dit ça donc dans le live dernièrement, au bûcher. Donc on aurait le bûcher, la roue ou la poulie un peu comme Greenwich, donc le Yonji, et le poison et la chaise électrique. Bûcher, chaise électrique, treuil et poison. Donc que des techniques d'exécution et d'assassinat. Donc voilà, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant et d'assez morbide là-dedans qui irait parfaitement au Vinsmoke. D'autant plus qu'on nous a bien dit que c'était une famille d'assassins. Hein. Au début, on nous les a présentés comme ça. Après, oui, j'ai entendu parler des gens qui disaient que c'était les Power Rangers. Alors, il nous reste des couleurs quand même. Hein. Où est le jaune où il en manque. Hein. Donc, je suis pas un spécialiste des Power Rangers, mais bon, au moins, voilà, je sais qu'il en manque. Mais peut-être que Killer... Une théorie? Non, je sais que certaines personnes n'aiment pas cette théorie, mais moi je trouve personnellement que jusqu'à présent, elle fait du sens, elle serait pertinente et ce serait intéressant en ce qui concerne le développement du personnage de Killer. En l'occurrence, chers amis, bien je vous dis à la prochaine, c'est-à-dire dans quelques jours puisque j'ai un peu tardé pour faire cette review, mais enfin bon ça va, je suis quand même encore dans les temps, puis vous me connaissez, je fais toujours les reviews un peu tard, mais voilà, donc les amis, on se retrouve, je vais essayer quand même de faire les reviews un peu plus tôt maintenant, pour le chapitre 839, peut-être vendredi prochain par exemple, hein, mettons, on se dit ça. Et puis en attendant, portez-vous bien, je vous dis ciao et voilà. Allez, salut.